Les escarmouches entre Anglais et coloniaux dégénèrent en véritable combat. Une longue guerre civile commence. Les troupes fidèles sont victorieuses au début, mais les insurgés s'organisent et prennent l'initiative des opérations. Et à l'automne de 1774, le Congrès envoie une lettre aux Canadiens les invitant à devenir la 14e colonie. Saisissez l'occasion que la Providence vous offre. Vous n'êtes qu'un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux à votre bonheur de vous procurer l'amitié des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Les Américains trouvent que les habitants de la province de Québec ne répondent pas assez rapidement à l'invitation du Congrès. Ils décident donc, tout simplement, d'envahir la province de Québec. Comme d'habitude, il y aura deux armées. Une qui descendra le Richelieu pour attaquer Montréal, pendant que l'autre descendra la rivière Chaudière pour se diriger vers Québec. Montréal va capituler et devenir une ville américaine, et ce, presque sans combat. Quant à Québec, ça sera une autre affaire. Malgré des escarmouches le long du parcours contre des troupes britanniques, l'autre armée parvient dans la région de Québec début novembre. Au lieu de réveillonner, les Américains se lancent à l'assaut de Québec dans la soirée du 31 décembre 1775, en pleine tempête de neige. On peut se demander pourquoi. C'est que bon nombre de leurs soldats voyaient leur contrat expirer à minuit. Mais Québec, quand même, va avoir à subir un siège de la part des Américains. Ce siège va se terminer avec l'arrivée de renforts anglais. Les renforts arrivent au printemps. Face au célèbre régiment du S.E.N.O., composé de rudes mercenaires allemands, les Américains rentrent chez eux. Certains Canadiens avaient pris les armes pour les Américains, malgré les menaces de privation de sépulture ecclésiastique pour ceux qui mouraient les armes à la main. La déclaration d'indépendance des États-Unis ne signifie pas que la guerre entre les révolutionnaires et l'armée anglaise soit terminée, loin de là. George Washington prend le commandement personnel des troupes. Les combats s'intensifient et dureront encore 5 ans. En 1781, l'armée américaine, soutenue par les troupes de Louis XVI, remporte une victoire décisive. L'armée anglaise capitule le 19 octobre 1781 avec les honneurs de la guerre. C'est le grand triomphe des Américains. Aux États-Unis, tous ne sont pas contents de voir les 13 colonies accéder à l'indépendance. En 1783, par le traité de Versailles, l'Angleterre reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis et leur cède tous les territoires qu'elle possède au sud du Canada. Le Québec perd l'Ohio et une partie de la région des Grands Lacs.
Il y en a qui veulent demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Ils vont donc quitter les États-Unis, il y en a environ 30 000, pour venir s'installer dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. La victoire acquise, les républicains, c'est-à-dire les partisans de l'indépendance, chassent les sujets restés fidèles à l'Angleterre. C'est l'exode. Les loyalistes sont victimes de représailles et privés de leurs droits les plus élémentaires. Ils évitent les régions habitées par les Canadiens. Ils s'établiront à l'ouest de la seigneurie de Vaudreuil, dans ce qui est maintenant l'Ontario. Ils iront aussi au sud-est de Montréal, dans ce qui deviendra The Eastern Townships, les cantons de l'Est. Ils vont, en somme, essayer de chambarder l'administration de la province de Québec. Mais à quel point vont-ils réussir à chambarder le gouvernement de Québec? Ils vont vouloir s'établir à l'ouest de la dernière seigneurie, c'est-à-dire celle de Vaudreuil. Et là, ils vont donner naissance à une nouvelle colonie qui sera, plus tard, l'Ontario. Ça change toute la structure du Canada. Ça met les Québécois dans une position vers une infériorité numérique. Ça donne une énorme push à tout ce qui peut être l'idéologie de la communauté anglophone. Les loyalistes amènent avec eux pas seulement une base très forte dans tout ce qui peut être la culture britannique dans le sens mondial du terme, mais aussi ils amènent une dévotion au fait d'être britannique. L'arrivée des loyalistes signifie la naissance du British North America, c'est-à-dire du Canada anglais. Et en Angleterre, il y a quelque chose qui tracasse. C'est qu'en France, depuis 1789, il y a une révolution. Une révolution qui veut rejeter la royauté et qui veut établir la suprématie du peuple. Les Canadiens suivent de près ce qui se passe en France. Ils sont friands de détails sur la prise de la Bastille. Mais c'est surtout vers la fin du mois d'août 1791 que les nouvelles en provenance de France prennent une place importante dans la Gazette de Québec et dans The Montreal Gazette. La fuite du roi à Varennes revêt une telle importance que la Gazette de Québec publie un numéro spécial de 4 pages. En 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés. Le couple royal n'a pas pris au sérieux l'acte d'accusation auquel il n'accordait, comme souverain de droit divin, aucune valeur. Tout finirait par s'arranger selon la volonté de Dieu. Mais pour les souverains, rien ne s'est arrangé. Voici la seule illustration de l'exécution du roi, publiée par les journaux canadiens. À ce moment-là, il y a des révolutionnaires qui disent que si la royauté a laissé tomber la Nouvelle-France, c'est du devoir de la Révolution de reconquérir cette colonie-là. Il est enfin en notre pouvoir de vous venger et de vous rendre aussi libre que nous, aussi indépendants que vos voisins les Américains des États-Unis. Canadiens, imitez leurs exemples et le nôtre. La route est tracée. Une résolution magnanime peut vous faire sortir de l'état d'abjection où vous êtes plongés. On va diviser le territoire de la province de Québec en deux. Il y aura le Haut-Canada et le Bas-Canada. On va donner au futur Ontario le nom de Haut-Canada parce qu'auparavant, on appelait ça les pays d'en haut, la région des Grands Lacs. La frontière était située à l'ouest de la seigneurie de Vaudreuil. Ce qui signifie que le Haut-Canada aura une population majoritairement anglophone et le Bas-Canada une population majoritairement francophone.
Après une trentaine d'années de présence dans la province de Québec, quelques Anglais commencent à réclamer le droit de s'appeler eux aussi des Canadiens ou des Canadiens. Depuis la conquête, il n'y a pas eu d'affrontement majeur entre les anciens sujets, c'est-à-dire les Anglais, et les nouveaux sujets, les Canadiens français. On peut se demander si cette coexistence pacifique va durer longtemps.